Très bien. Eh bien, je propose qu'on y aille. C'est bon pour toi, Romain? C'est bon, on peut démarrer. Très bien. Écoutez, bienvenue à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, je me présente. Je suis Michel Morvan. Je suis président et cofondateur de la société Cosmotech et je suis aujourd'hui avec Romain Ropito qui va se présenter. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc Romain Roupiteau, je suis Product Manager chez Cosmotech et en charge plus particulièrement de la solution Supply Chain. Merci, Romain. Voilà, donc Cosmotech, on est un éditeur logiciel. Notre métier, c'est de faire des jumeaux numériques simulables pour optimiser l'efficacité dans l'industrie. Donc, on va en parler, on va expliquer de quoi il s'agit. Mais ce qu'on va prendre aujourd'hui comme approche, c'est vraiment montrer comment la convergence entre IA, donc intelligence artificielle, et simulation, est la seule possibilité, en fait, pour à la fois réduire les coûts et développer une supply chain résiliente. Et donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc, je propose qu'on passe sur la diapositive suivante. Alors, j'aime bien cette diapo parce qu'en fait, pour moi, cette diapo, elle représente cette notion d'injonction contradictoire. Alors, si certains d'entre vous sont en charge de supply chain ou de partie de supply chain, je parie une bière avec chacun d'entre vous que dans les 6 derniers mois, enfin, vous avez reçu des gens qui sont au-dessus de vous l'injonction contradictoire suivante, c'est de dire bon, il faut absolument que notre supply chain soit résiliente, ou ce dont tu t'occupes, ça doit être résilient, ça doit être efficace, ça doit être de plus en plus efficace, c'est vital. Et en même temps, on vous dit ah oui, bien sûr, mais il faut réduire les coûts, il faut réduire les coûts, il faut réduire les coûts. Donc on peut passer sur la diapositive suivante. Donc c'est vraiment on doit à la fois avoir une supply chain qui est résiliente et à la fois réduire les coûts. Et si on veut faire ça, en fait, le seul moyen d'arriver à le faire, c'est d'avoir un maximum de visibilité sur ce qui va se produire, ce qui peut se produire, finalement ce qui se passe si on agit de telle ou telle manière sur notre supply chain. Et donc, diapositive suivante, le problème, c'est que la visibilité dont on dispose, c'est à peu près ça. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, c'est normal. C'est comme si vous étiez sur le volant de votre voiture et que vous aviez voilà, à peu près cette visibilité. Et c'est ça l'énorme difficulté. Et pourquoi c'est une énorme difficulté? Pourquoi vous avez si peu de visibilité? Parce que l'incertitude et la complexité sont devenues la norme dans le monde de la supply chain, pas uniquement. Mais l'incertitude, c'est la nouvelle norme. La complexité, c'est la nouvelle norme pour beaucoup de raisons, y compris pour la complexité pour de bonnes raisons, parce qu'on a numérisé aussi les supply chains. Et numérisant les supply chains, eh ben, on a essayé de les optimiser au plus possible. Mais alors, du coup, ça devient extrêmement complexe. Et de l'autre côté, on le sait encore plus depuis 6 mois, l'incertitude, quelle va être la demande. Avant, on avait des petites fluctuations. Maintenant, on peut avoir des fluctuations énormes d'un jour à l'autre. Et aussi, ce même problème de est-ce qu'on va être capable de produire? Est-ce que si on a un site à tel ou tel endroit, il ne va pas être fermé parce qu'il va y avoir un confinement? Et donc, on n'a pas de visibilité. Et diapositive suivante. Et donc, ce problème de visibilité, il est vrai, et nous, on le voit avec nos clients, il est vrai dans toutes les industries. Alors, il y a dans l'automobile, l'aérospatiale et la défense, l'énergie et les utilités, la logistique, l'oil and gas, le retail, l'électronique, bref, dans les sciences de la vie, partout, on observe, nous, à la fois l'injonction contradictoire avec une énorme pression et à la fois l'extrême difficulté pour avoir de la visibilité et pour être capable de prendre les bonnes décisions dans un contexte où l'incertitude et la complexité sont devenues la norme. Donc, diapositive suivante, et on entend beaucoup, ou on espère beaucoup, c'est que l'IA, de manière magique, donc l'intelligence artificielle, va nous sauver, en fait, puisque on va avoir des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir nous aider à y voir plus clair. Alors, c'est possible que les outils d'intelligence artificielle puissent au moins en partie nous aider à faire ça. Le problème, c'est que seul, ça va être très difficile, et je propose la diapositive suivante. Les outils d'intelligence artificielle, aujourd'hui, sont principalement basés sur l'analyse des données du passé.
Donc, je regarde le passé et regardant le passé, je vais utiliser des réseaux de neurones, de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, etc., pour apprendre de ces données du passé. Mais le problème, c'est que dans un environnement dans lequel il y a à la fois une énorme complexité et à la fois une grande incertitude, donc la complexité, c'est dès que je change quelque chose, il y a des effets en cascade, en pagaille, et l'incertitude, c'est en plus, il peut y avoir des externalités qui vont amener d'autres effets en cascade. Et une des choses qu'on a apprises dans ces derniers mois, si ça n'était pas complètement clair avant, c'est que prédire le futur simplement en s'appuyant sur les données du passé, ça ne peut pas suffire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur les données du passé. Mais en revanche, ça n'est pas suffisant, en fait. Et on ne peut pas construire et espérer gagner cette visibilité uniquement en faisant ça. Et donc, d'où l'idée que l'IA, en tout cas, entre guillemets, moi, ce que j'appelle l'IA classique, c'est-à-dire l'IA qui va avoir des grandes masses de données, qui va essayer d'apprendre de ces masses de données, ne suffira pas. Est-ce qu'on peut passer sur la diapositive suivante? En fait, ceci étant, ce n'est pas si grave que ça parce que l'IA basée sur les données, ce que j'appelle ici Data-Based AI, ce n'est pas la seule IA en fait. On a un petit peu oublié parce qu'il y a des très très grosses boîtes comme Google, comme Facebook qui ont fait énormément de bruit autour du machine learning et des données. Vous avez des données, vous avez des données, vous avez des données. Ça va être formidable, ce qui est vrai. Mais il y a toute une autre branche de l'IA qui s'appelle l'IA basée sur la connaissance, dans lequel on prend en compte non pas seulement les données du passé, mais on intègre dans les systèmes d'IA, on intègre les connaissances, l'expertise des différents experts qui connaissent la manière dont le système fonctionne. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une IA qui se contente de regarder le passé, on a une IA qui peut à la fois regarder le passé, mais qui intègre aussi les connaissances, ce qui se passe quand il se passe telle ou telle chose dans votre supply chain, quels sont les effets en cascade. Ça, en général, les experts, localement, savent ça. Ce qui se passe, c'est que personne ne connaît tous les effets en cascade et leur impact réciproque. Et donc, il y a une IA qui s'appuie sur les connaissances, qu'on a appelé, il y a eu beaucoup de noms, des systèmes à base de règles, etc. Mais le but n'est pas de rentrer là-dedans. Et c'est en mettant, diapositive suivante, ces deux IA ensemble et en les reliant justement via ce qu'on appelle un simulation digital twin, donc un jumeau numérique simulable, qu'on va être capable de prendre le meilleur des deux mondes et d'augmenter cette visibilité, c'est-à-dire on va allumer des phares puissants pour le véhicule qu'on avait tout à l'heure et on va avoir enfin cette visibilité. Qu'est-ce qu'elle permettra de faire, cette visibilité? Elle permettra de regarder où on en est à l'instant T. C'est la partie digital twin qu'on va regarder, on va pouvoir connecter éventuellement aux données en temps réel, plus ou moins réel, suivant ce qu'on essaye de savoir et les décisions qu'on essaye de prendre. Et on va avoir la possibilité d'apprendre des données du passé parce que ça apporte des informations importantes, en général relativement localisées. Et puis, on va aussi avoir la possibilité de les simuler. Et c'est la simulation qui va donner vraiment ces phares qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle d'abord, qu'est-ce qui se passe si je ne change rien? Quel est le risque? Et puis, qu'est-ce qui se passe si j'agis de telle ou telle manière? Et comment est-ce que je peux faire pour optimiser tel ou tel résultat, pour être robuste, pour être résilient? Et donc, on peut passer à la diapositive suivante, justement, où on va voir comment les choses se passaient avant qu'il y ait ce type d'approche. Donc, on utilisait des outils qui permettaient de prédire des choses qui s'appuyaient sur ce qui s'était déjà passé, ce qui est pas mal, mais on vient de voir que malheureusement, ça ne suffit pas. Et aussi, bien entendu, des outils qui permettent, grâce aux données et à l'IoT, l'Internet des objets, connaître dans quel état est notre système, dans notre supply chain, où j'en suis, où est-ce que j'ai du stock, etc. Et si on fait des jumeaux numériques traditionnels, c'est-à-dire qui nous permettent de connaître l'état de notre système et qui s'appuient sur de l'IA basée sur les données, grosso modo, on va pouvoir avoir un petit peu de visibilité, d'accord? On va pouvoir comprendre ce qui se passe sur un actif en particulier, on va pouvoir savoir ce qui se passe à l'instant T, on pourra faire ça avec des sources de données qui sont relativement homogènes et tout ce qu'on pourra prédire sera basé sur le passé. Maintenant, diapositive suivante. Avec les nouveaux outils, les outils dont je vous parle, dans le nouveau monde, on a la possibilité d'avoir une vraie visibilité et de pouvoir tester
énormément d'options, de possibilités. On a la possibilité de prendre en compte les disruptions, les effets en cascade, diapo suivante, et ça nous permet de faire des choses complètement nouvelles, c'est-à-dire de simuler l'évolution de notre système, de notre supply chain, donc voir ce qui va se passer, voir ce qui peut se passer. Alors, soyons clairs, on n'est pas en train de vous vendre. Moi, je ne suis pas Madame Irma, malgré les apparences. En fait, ce qui se passe, c'est que ça vous montre des futurs possibles. Un des points qui est très important, et au demeurant, il y avait une question préliminaire en disant, mais est-ce que ça va remplacer la décision, le flair, l'intuition du dirigeant ou de la personne qui prend les décisions? Absolument pas. L'idée, c'est les décisions à la fin continueront pour une bonne partie, en particulier les décisions structurantes, à être prises par des personnes, par des professionnels, mais simplement ces outils vont donner de la visibilité et ils vont pouvoir prendre ces décisions en tenant compte de ces informations qui viennent de la simulation. Donc, c'est ce que nous, on appelle la Real-Time Operational Simulation, ce qui veut dire qu'on peut utiliser cette simulation pas seulement pour faire du design, de la conception de supply chain à très long terme, mais aussi tous les jours, toutes les heures, on peut faire tourner des simulations pour voir l'impact de nos actions. On peut intégrer de nombreux différents aspects, les aspects physiques, le système physique, les personnes, quand est-ce qu'elles travaillent, quelles sont les contraintes, les aspects financiers, etc. Et on peut faire ça à partir de sources de données, hétérogènes et de prendre en compte les causalités. Alors, bien entendu, encore une fois, si on veut essayer de tout voir, eh ben, on ne va pas réussir à tout voir parce qu'il y en a trop. En revanche, on va pouvoir utiliser des algorithmes, utiliser des outils pour se repérer là-dedans et essayer de voir, par exemple, on ne peut pas prédire toutes les incertitudes, mais on peut tester en faisant de l'optimisation avec ces simulations, en faisant des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, si les choix qu'on fait, si les décisions et la séquence de décisions qu'on prévoit de prendre, est-ce que cette séquence va être robuste à des perturbations aléatoires? Et on a la possibilité de faire ces tests. Encore une fois, on n'est pas Madame Irma, c'est pas parfait, mais ça donne une certaine visibilité. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Voilà, juste pour vous montrer le genre de choses qu'on fait, alors c'est très, très simplifié. Vous avez un plan qui est représenté par ce schéma. Et vous avez besoin de prendre un certain nombre de décisions et d'organiser, par exemple, pour être capable de livrer en fonction d'une demande. Et vous devez livrer de manière régulière en fonction de cette demande. Vous avez votre plan. Point suivant, diapositive suivante. Déjà, alors vous avez commencé sur le point à gauche. Déjà, vous êtes, au moment où vous regardez, vous n'êtes pas nécessairement exactement au plan. Point suivant. Et là, vous avez un outil qui va pouvoir vous dire, en fait, si on continue comme ça, l'outil vous prédit que non, vous n'allez pas y arriver. Et là, vous avez la possibilité de soit vous-même tester des tas de stratégies en disant, mais si je faisais plutôt telle ou telle séquence d'action, si je faisais ci, si je faisais ça, ou même dire, voilà, moi, je voudrais aller chercher, en utilisant un algorithme qui va être dans l'outil, je voudrais être capable d'aller chercher la stratégie optimale en m'appuyant sur cette simulation et donc faire des milliers, des centaines de milliers de simulations avec des algorithmes pour arriver à trouver l'optimum. Et donc, ça va pouvoir vous donner un optimum. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez dire, oui, mais je voudrais trouver cet optimum en étant résilient par rapport aux disruptions possibles. Donc, en mettant les disruptions, en mettant la résilience à l'intérieur des simulations. Et donc, vous allez, plutôt que de chercher l'optimum qui va vous donner la meilleure situation, mais qui risque de se casser la figure dès qu'il y a un transporteur qui ne tient pas ses délais, dès qu'il y a un fournisseur qui ne fournit pas dans les temps, etc., vous pouvez aller mettre et avoir de l'aléa qui va vous permettre d'aller chercher une solution qui ne sera peut-être pas la meilleure des meilleures, mais qui sera robuste. Voilà. Diapositive suivante, c'est ça que les outils permettent de faire. Donc maintenant, je donne la parole à Romain, qui va vous donner un exemple en fait très concret d'un de nos outils qui répond à ce type de problématique. Romain, la parole est à toi. Merci Michel. Donc pour vous montrer un exemple concret de ce que vient d'illustrer Michel, je vous propose de vous mettre dans les bottes d'une personne qui est responsable de ce qu'on appelle le strategic sourcing chez un grand fabricant manufacturier international, donc qui a des usines partout de par le monde. Et le travail de cette personne consiste au quotidien
à penser les stratégies de sourcing pour choisir le meilleur lieu de fabrication des produits qui doivent être vendus et livrés sur les différents marchés qui sont fournis par cette entreprise. Donc, on a un choix à faire systématiquement entre, par exemple, produire en local pour vendre en local ou faire importer mes fabrications, mes produits depuis mes autres usines qui sont situées sur d'autres pays, voire d'autres continents. Donc ça, c'est un sujet récurrent pour cette personne qui le traite sur des horizons de temps plutôt à la maille annuelle et sur des horizons qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 10 ans. Donc, prenons un exemple concret où on veut servir le marché asiatique. Pour ce faire, on dispose de 3 usines en local et on a la possibilité de faire importer les produits depuis 4 zones d'import différentes, le Canada, l'Amérique du Nord, l'Europe et la Thaïlande. Et donc, la question à laquelle il faut trouver une réponse, la meilleure réponse possible, c'est de se dire où est-ce que je dois fabriquer mes différentes références de produits et en quelle quantité. Et bien sûr, à la maille temporelle, il faut que je sache le dire, mettons à la maille du trimestre, sur les 5 prochaines années. Et il faut que je trouve cette meilleure configuration avec un double objectif qui est de maximiser le profit tout en étant résilient donc, aux différentes incertitudes qui sont liées à ce problème-là. Donc là, les incertitudes de premier ordre sont l'incertitude liée à la demande et l'incertitude sur mes capacités de supply. Donc voilà le problème posé de façon assez globale. Maintenant, intéressons-nous aux contraintes précises qu'il faut prendre en compte pour résoudre ce problème. Tout d'abord, il faut prendre en compte, bien sûr, des prévisions de demande sur l'horizon de temps que l'on regarde. Ensuite, il faut bien sûr prendre en compte les capacités industrielles de mes différentes usines, que ce soit en import ou en local. Ensuite, je dois aussi prendre en compte dans mes décisions les temps de transport. Bien sûr, si je produis en local, je vais être capable de servir beaucoup plus rapidement, avec moins d'anticipation que si je fais venir depuis un autre continent. Il faut prendre en compte au passage l'impact environnemental via notamment les émissions de CO2, qui soient dues au transport ou à la production. Je dois bien sûr prendre en compte tous les éléments de coût, que ce soit les coûts de production, les coûts de transport, les coûts de douane, les changements éventuellement de devises qui peuvent être très importants dans ces cas-là, très impactants. Je dois prendre en compte mes capacités de stock, les contraintes liées au stock et bien sûr le coût que représente l'immobilisation d'un stock en termes financiers. Je dois prendre en compte la connaissance que j'ai de mon réseau industriel et de ses capacités, c'est-à-dire sur quelle usine je suis aujourd'hui capable de produire quel produit fini, et demain, si je réalise quelques investissements, où est-ce que je serai capable de le produire. Pour ça, je dois aussi prendre en compte des mécanismes complexes d'investissement qui doivent tenir compte des technologies et des produits déjà disponibles dans une usine pour connaître le coût relatif de l'investissement, de l'ajout d'une nouvelle référence, si c'est un produit qui est complètement nouveau ou qui se rapproche de choses déjà existantes. Tout en connaissant aussi le cycle de vie de ces produits qui ont une durée de vie sur le marché qui est finie, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tel ou tel produit arrêtera d'être vendu et sera remplacé d'ici 3, 4 ou 5 ans. Bien sûr, quelque chose que je dois prendre en compte. Je dois ensuite, bien sûr, prendre en compte le fait que plus je vais demander à une usine de faire une diversité importante de produits, plus je vais mécaniquement réduire sa capacité et son débit, parce que ça va induire de nombreux changements de format et changements de série, et donc des pertes de productivité associées. Je dois prendre en compte les éléments de marge aussi liés à chacun des produits. J'ai certains produits qui sont naturellement, de par le prix de vente fixé, plus profitables que d'autres. Et enfin, cerise sur le gâteau, si le problème n'était pas encore assez complexe, finalement, je sais que je ne connais pas la demande sur les 5 années à venir. Je dispose uniquement de prévisions avec une certaine fiabilité associée que je peux essayer d'estimer, mais en aucun cas, je suis certain de ma demande. Là, on voit que le problème posé dans sa globalité est relativement complexe à résoudre. C'est là qu'interviennent les outils de Cosmotech. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, une fois qu'on a ce type de problème, c'est qu'on va instancier ce qu'on appelle ce jumeau numérique dans notre solution. Donc, on va venir charger, connecter, entrer toutes les données qui vont représenter le réseau industriel. Les règles et toutes les contraintes que je viens de vous citer sont intégrées dans la description de ce jumeau numérique. Et une fois que tout ça est chargé, on en a une représentation schématique que vous voyez ici. Donc là, on est sur cet exemple assez simpliste là pour vous l'expliquer rapidement. On peut bien sûr instancier des réseaux industriels beaucoup plus complexes que celui-là. Vous l'aurez compris, dans ce cas-là, la complexité ne vient pas forcément
de ce réseau industriel qui comporte que quelques usines, mais plutôt de la diversité à gérer et de la complexité du nombre de contraintes à prendre en compte dans ma prise de décision. Donc, une fois que j'ai ce jumeau numérique et instancié, j'ai toutes les données nécessaires, toutes les règles métiers qui sont posées dans la solution, je vais pouvoir commencer à essayer d'obtenir de la visibilité. Donc pour ça, la première étape, c'est de commencer à créer des scénarios qu'on appelle des scénarios de référence. Alors ici, on en a créé deux de façon assez simple, des cas classiques. On a un scénario en fait baseline, qui est le scénario actuel sur lequel je ne fais pas de changement par rapport à ce que j'ai déjà prévu. J'ai un certain nombre d'investissements qui sont déjà planifiés. Je reste là-dessus, je ne prends pas de nouveaux choix. C'est en gros le statu quo. Et puis, j'ai une stratégie 2 où quelqu'un dans mon entreprise a l'intuition que faire au maximum du local to local, ce sera, in fine, si je prends tout ça en compte, plus bénéfique, plus profitable et plus résilient que si je reste sur mon scénario actuel. Donc, bien entendu, si demain vous utilisez cette solution, j'imagine que vous aurez encore plein d'autres idées de scénarios que vous voudriez tester a priori basés sur des bonnes logiques et des intuitions que vous auriez. Et là, la simulation va vous apporter la capacité de visualiser réellement les impacts sur tous les indicateurs qui vous intéressent de chacune de ces stratégies. Donc à ce moment-là, on simule ces stratégies et on a accès à l'ensemble des résultats détaillés, pas de temps par pas de temps, donc période de temps par période de temps, sur l'horizon qu'on s'est fixé. Donc là, on est sur un horizon de 5 ans, on est descendu à la maille mensuelle, c'est-à-dire que l'ensemble des données qu'on a rentrées, on a pu les diversifier, les différencier mois par mois. Et une fois qu'on a fait la simulation, on est capable de voir le résultat. Donc, c'est-à-dire sur mon scénario baseline et local to local, je peux voir lequel va être le plus profitable. Je peux avoir accès aux détails de l'ensemble des revenus, des coûts et bien sûr du profit. Donc ça, c'est pour la partie financière. J'aurais pu vous montrer ici un écran qui détaille plutôt des aspects opérationnels tels que l'utilisation des moyens de production ou le niveau de vos stocks qui évolue au cours de la simulation, etc. Si on descend un cran plus bas sur l'aspect financier, puisque c'est une des deux questions à laquelle on cherche à répondre, maximiser le profit, on peut descendre à un niveau un peu plus fin que les coûts totaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pèse le plus dans mon schéma tel que je l'ai rentré dans la solution, entre des coûts de stockage, des coûts de transport, des coûts de production, et avoir cette finesse-là toujours période de temps par période de temps, pour voir aussi si j'ai une évolution structurelle liée à l'évolution de ma demande, par exemple, ou aux stratégies d'investissement que j'ai voulu simuler. Donc tout ça vous donne déjà énormément de visibilité. C'est un peu l'image des phares que prenait Michel, où d'un coup, avec cette simulation, vous commencez à éclairer le chemin. Donc bien sûr, ce n'est pas des prédictions à 100% fiables, ça dépend bien entendu des données que vous avez rentrées. Cependant, ça prend en compte l'ensemble des contraintes que j'ai listées au démarrage. Et donc c'est déjà quelque chose qui est très compliqué à faire et à poser sur un bout de papier ou même sur une feuille Excel. D'autant que vous pouvez tester un nombre de scénarios illimité à cette étape-là. Donc si vous avez 10 ou 15 stratégies que vous voulez tester, basées sur des a priori, des intuitions, vous pouvez les tester et les comparer une à une. Donc si on s'arrête là, on a répondu à une partie de la question. Néanmoins, on n'a pas vu la courbe orange que montrait Michel, qui répondait à la question, mais quelle est ma stratégie optimale dans tout ça, dans la complexité de ce problème? Quel est le meilleur chemin que je pourrais prendre? Donc c'est ici qu'intervient cet écran. Alors il doit vous sembler bien vide, mais c'est volontaire. Ici, la seule chose qui compte pour un utilisateur final, c'est le petit bouton que vous voyez en haut à droite, le bouton Play, qui, sous ses apparences très simplistes, en fait, cache toute la complexité de notre solution, puisque quand vous appuyez sur ce bouton Play et que vous êtes sur une fonctionnalité d'optimisation, à ce moment-là, vous avez un algorithme qui vient piloter notre simulation pour lui faire tester des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de configurations. C'est-à-dire que c'est un algorithme de type génétique qui, avec un réglage qu'on peut affiner avec des utilisateurs avancés, va choisir lui-même le chemin le plus optimal. Par des itérations successives, il va tester ces dizaines de milliers de configurations et in fine, il va vous dire « Ok, j'ai trouvé le chemin qui était le plus optimal par rapport à la question que tu m'as posée. » Donc la question, elle peut être, comme on l'a vu, quel est ce chemin optimal pour vraiment maximiser le profit? On peut bien sûr imaginer d'autres objectifs qui seraient le profit pour moi est secondaire, je veux à tout prix d'abord, pour des raisons de compétition, servir à 100% ma demande. Donc c'est ça l'objectif que je demande à une optimisation. Et à ce moment-là, il est possible que le chemin soit légèrement différent d'une optimisation à une autre selon l'objectif qu'on lui donne, bien sûr. Une fois qu'on a fait tourner cette optimisation, on a accès aux résultats exactement de la même manière que lorsqu'on fait tourner une simulation
d'un plan qu'on avait préétabli, qu'on voulait tester. Donc, on peut comparer cette solution optimale prescrite par la solution avec les solutions que nous avons prétestées comme scénario de référence. Donc ici, vous avez un écran classique de synthèse de comparaison des scénarios sur la base de 4 indicateurs clés: le taux de service, le profit, la valeur de stock et ce qu'on appelle les TOTEX, donc qui viennent regrouper à la fois les coûts récurrents opérationnels et les coûts d'investissement. Parce que vous l'avez bien compris, dans le problème posé, la stratégie d'investissement est clé, puisque je peux décider d'investir un certain montant pour, par exemple, être capable de produire plus de références en local. Par contre, donc ça a bien sûr un coût qui est assez important, mais ce coût, je vais sans doute en récupérer une partie par le fait que peut-être ma production locale me coûte moins cher qu'une production en import, et parce que je vais bien sûr éviter tous les coûts de transport et de douane associés. Sans parler après de l'aspect réactivité à une demande changeante et robustesse aux aléas qu'on verra dans le second temps. Donc si on compare ces 3 scénarios, le A c'est le scénario baseline, statu quo, le B c'est le local à 100%, et le C c'est le scénario optimisé prescrit par la solution. Donc on voit tout d'abord qu'en termes de profit, c'est bien le scénario C qui apporte le meilleur profit final sur l'horizon de temps simulé. Bon, ça tombe bien, c'est la question qu'on avait posée à l'optimisation. Première nouvelle, il est possible de faire mieux que les 2 scénarios que j'ai intuités et que j'ai voulu prétester. On voit une information intéressante, c'est qu'en termes de taux de service, le scénario C est un très léger cran inférieur au scénario B. C'est-à-dire que le scénario où je fais tout en local me permet a priori de grappiller peut-être un point, on ne voit pas le détail là, mais de qualité de service par rapport au scénario C. Je le fais notamment parce que je vois que sur l'indicateur valeur de stock, le scénario local, bien sûr, me fait porter en moyenne moins de valeur de stock. Et donc, comme je l'ai dit au démarrage, on prend en compte le coût aussi financier de toute la valeur de stock qui est mobilisée. Ça, c'est venu pénaliser un peu plus mon scénario C. Et en TOTEX, donc CAPEX plus OPEX, on voit que le scénario C est moins cher, moins coûteux que les scénarios A et les scénarios B. Donc, on a un premier élément de réponse sur la question qui est: quelle est la solution optimale pour maximiser le profit? La réponse est clairement là, le scénario C. Et maintenant, si vous vous souvenez, l'objet de cette conférence, on veut trouver une solution qui permet de maximiser le profit, de réduire les coûts, répondre à cet objectif-là, mais tout en étant robuste, résilient aux différents aléas et incertitudes qui complexifient bien entendu mon système. Donc ici, entre en jeu notre capacité de notre modèle et de notre simulation, de nos jumeaux numériques, c'est la capacité d'intégrer à un niveau très fin les aléas. Donc on intègre des éléments stochastiques en fait dans nos modèles, c'est-à-dire que sur certains éléments très concrets tels que la demande, la capacité, des temps de transport, plutôt que donner une valeur fixe qui peut être différente un pas de temps par pas de temps, comme vous l'avez compris, mais plutôt que d'avoir une valeur fixe sur laquelle je me repose et à laquelle je demande à ma solution de trouver une solution optimale, je vais lui dire, en fait, cette valeur fixe, je ne la connais pas vraiment. Ma demande dans 5 ans, j'ai une petite idée, mais en fait, j'en suis pas sûr du tout. Et donc, ce pas sûr du tout, on sait l'entrer dans le système. On va pouvoir mettre une marge d'incertitude. Et on va pouvoir affiner cette marge d'incertitude dans l'horizon de temps. C'est-à-dire que peut-être que sur les 2-3 prochains mois, je suis relativement sûr de ma prévision, donc j'ai une très faible incertitude. Par contre, sur la 4e et 5e année, j'ai une incertitude très élevée sur ce que va être ma demande. Et donc ça, je peux le renseigner à cette finesse-là dans mon modèle. Et à partir de là, si j'ai renseigné cette donnée, j'ai 3, on va dire, fonctionnalités avancées qui me permettent d'en tirer parti. Premièrement, je peux tester un aléa comme ça, une incertitude ponctuelle juste sur un élément pour comprendre comment ça se comporte et comprendre ses impacts sur mes différents indicateurs. Deuxièmement, je peux, plutôt que chercher une analyse ponctuelle, je peux demander à faire une analyse de sensibilité. C'est-à-dire que là, on utilise plutôt des méthodologies type Monte Carlo, où notre solution va tester automatiquement, en appuyant juste sur un bouton play, un lot de N simulations, pourront être un millier de simulations par exemple, en tout cas suffisamment pour que ce soit représentatif de ce qui peut arriver dans la vraie vie, pour me dire, voilà, connaissant cette incertitude, chaque simulation va faire un tirage aléatoire dans la plage d'incertitude fournie, et à la fin, je ne vais pas avoir une valeur de mon indicateur, mais je vais avoir une distribution de valeurs pour chacun de mes indicateurs. Ce qui va me permettre d'avoir notamment un peu la dispersion de ces valeurs-là, et donc un indice de confiance relatif à cette analyse sensibilité. Et dernier point, qui a un peu introduit Michel, c'est que je peux intégrer
ce mécanisme-là au sein d'une optimisation. Et donc, on va perturber en fait le mécanisme d'optimisation en lui intégrant ces aléas dans son protocole. Et à la fin, l'optimisation va nous donner une solution qui est optimale, mais qui est robuste parce qu'elle aura pris en compte à chaque simulation et à chaque pas de temps ces aléas au sein de son optimisation. Donc, elle aura vraiment rejoué au maximum ce qui va se passer dans la vraie vie avec les connaissances qu'on a, bien entendu. En données de sortie, tout ça est peut-être encore un peu théorique, mais concrètement, ce que ça vous donne en données de sortie, c'est plutôt des indicateurs de ce type-là. Plutôt que d'avoir juste une valeur associée à un scénario, donc là, on est par exemple sur le taux de service, on va avoir cette distribution de valeurs qui représente en fait ce qui peut arriver en fonction des tirages aléatoires que je vais avoir. Donc, en fonction, par exemple, si sur un pas de temps, j'ai tiré une demande beaucoup plus élevée que la moyenne ou beaucoup plus basse, et puis j'ai comme ça des à-coups qui se sont passés au fur et à mesure du temps, je peux savoir comment se sont comportées la performance de chacun de mes scénarios. Donc, on voit ici, à nouveau, on a les mêmes scénarios. Le A, c'est la référence, le B, c'est le local tout local, et le C, c'est l'optimisé. On voit que le B, effectivement, a une valeur médiane, c'est la petite ligne qui est en haut du graphe à moustache, là, et effectivement au-dessus de la médiane du C. Donc, on retrouve bien l'info que, de façon médiane, le B performe un tout petit peu mieux sur l'indicateur qualité de service que le C. Par contre, là, on apprend une information qui est capitale pour la prise de décision, c'est que si j'ai des aléas sur le scénario B liés à ma demande, j'ai un énorme risque de dispersion de mon indicateur taux de service. C'est-à-dire que demain, j'ai un pic de demande ou un creux de demande, je peux me retrouver dans les choux par rapport à ce que j'ai prévu et je ne suis pas capable de servir ma demande. Alors qu'on voit que la boîte à moustache de l'indicateur C est très resserrée. Ce qui veut dire d'un point de vue métier qu'on a un indice de confiance très élevé sur ce scénario-là, sur le fait que ma qualité de service, quoi qu'il arrive, va tourner autour des 95%. Donc, si je suis décideur, je vais aller avec beaucoup plus de confiance vers le scénario C que vers le B, où je prends un gros risque et un pari sur l'avenir. Soit je suis sûr et certain de mes prévisions, mais comme ce n'est pas le cas de la valeur moyenne, je ferai mieux d'aller sur le C. Donc ça, c'est un exemple sur un indicateur. Bien sûr, cette dispersion, on peut la retrouver sur l'ensemble des indicateurs qu'on a vus jusqu'à présent. Donc à partir de là, vous pouvez prendre une décision qui est beaucoup plus éclairée. On a vu qu'on a testé le scénario, on a demandé à la solution de nous prescrire une solution optimale. Et dans un second temps, on lui a même dit, intègre des aléas pour que je sache ce qui va vraiment se passer dans la vraie vie pour avoir cet indice de confiance. Une fois qu'on a fait ça, dans la solution, on peut aller fouiller ce scénario optimal pour vraiment le comprendre dans le détail et surtout pouvoir exporter des plans qui sont directement applicables en prise de décision dans mon quotidien. Donc, par exemple, ici, mon responsable de stratégique sourcing peut sortir son plan d'investissement qui lui permet de mettre en œuvre la stratégie de sourcing optimale. Enfin, dernier point, nous avons la possibilité aussi d'intégrer des informations liées aux impacts environnementaux. Par exemple, l'empreinte carbone, c'est des choses qu'on peut intégrer en données d'entrée directement, comme on l'a vu dans notre modèle. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des informations soit directement dans l'optimisation, soit uniquement en sortie, en indicateur complémentaire, liées à cette émission de CO2. Pour ici, par exemple, comprendre sur le scénario optimisé quelles sont les familles produits qui pèsent le plus dans mon empreinte carbone. Pour se dire, si demain, maintenant, mon deuxième objectif va être de, sur ce scénario optimisé, trouver comment réduire et minimiser au maximum mes émissions de CO2, je sais que je dois commencer par travailler sur ma famille FUV, puis sur ma famille BYS, etc. Juste pour vous donner une illustration de la diversité des types de données, d'indicateurs qu'on est capable de manipuler au sein d'un même modèle. Enfin, pour vous donner un ordre de grandeur des résultats que permettent d'obtenir ce type d'approche, on l'a mis en place dans des secteurs, comme vous le voyez, très variés, sur des problématiques métiers très, très variées, du contrôle et du planning de production, de la gestion d'optimisation de plans de maintenance et d'obsolescence des assets, des sujets beaucoup plus logistiques, d'optimisation de tournée, de remplissage, etc., des sujets plus d'ordonnancement, de séquencement, de gestion des pénuries, comme on l'a vu, de strategic sourcing. Systématiquement, on a plusieurs points d'amélioration, que ce soit sur du TRS, sur du profit, comme on l'a vu là, sur de la gestion de CAPEX, de TOTEX. Et donc ça permet, et ça, c'est pas nous qui le disions, ce sont nos clients, d'aller chercher des gains qui étaient finalement cachés et invisibles parce qu'ils ne représentaient pas suffisamment cette complexité, cette finesse et cette prise en compte des incertitudes lors de leur prise de décision. Michel, je te laisse. Merci. Donc, je reprends très rapidement
le point qu'on voulait partager avec vous, c'est cette injonction contradictoire. Hein. Souvenez-vous de ce schéma et puis souvenez-vous que si vous êtes en charge d'une supply chain et que vous n'avez pas reçu cette injonction contradictoire, je vous offre une bière. Donc, c'est le moment hein, mais en tout cas de le dire. N'oubliez pas, voilà, si vous voulez répondre à cette injonction contradictoire, la résilience, l'efficacité et la réduction des coûts, il n'y a pas d'autre manière que d'augmenter en visibilité, d'avoir de la visibilité. Et ça peut se faire en mettant ensemble les données. Alors, on n'est pas rentré dans les détails ici, les choses que vous pouvez savoir à partir des données. Par exemple, vous pouvez apprendre avec de l'IA sur des distributions, faire de la prédiction sur la demande, par exemple, ce que vous allez pouvoir prédire comme variabilité de la demande. Et de l'autre côté, vous mettez ça avec un outil qui peut aller explorer cet espace avec la simulation. Et c'est là que vous aurez un vrai gain. Tous les chiffres qui sont présentés sont des chiffres de clients qui ont utilisé nos solutions. Et donc, voilà l'impact. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là la présentation. Et je vais répondre assez rapidement à ce que je propose, comme il nous reste un peu moins de 8 minutes. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées relativement rapidement. Romain, n'hésite pas à rebondir sur ce que je dis. C'est juste pour essayer de faire tout tenir avec les questions qu'on a eues. Donc, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Donc, bien entendu, première question, j'en ai parlé un petit peu de monsieur ou madame Vidal. L'approche peut amener à une explosion combinatoire et c'est pour ça qu'on utilise des algorithmes d'optimisation. Bien entendu, on ne peut pas tout aller explorer. Une question de Patrick Cailly sur nos sources d'informations relatives à la définition de l'IA et le lien avec la Narrow Artificial Intelligence. Donc, ce que j'ai donné comme définition très rapide de l'IA, c'est des définitions assez classiques. Hein. Moi, dans une vie antérieure, j'étais prof à Normal Sup Lyon et c'était un des domaines que j'enseignais. Donc, le fait qu'il y ait des approches basées sur les données et des approches basées sur le savoir, la connaissance, c'est quelque chose d'assez générique. On parle toujours ici de Narrow Artificial Intelligence, on n'est pas sur l'intelligence artificielle générale, qui est un autre sujet. Les incertitudes de monsieur ou madame Vidal, les incertitudes qu'on peut prendre en compte, on en a listé un certain nombre. Les risques, on les prend en compte, non pas, alors ici il est dit, un incendie fournisseur. Je ne vais pas prendre, enfin je pourrais le faire, mais en l'occurrence, je ne vais pas prendre en compte le risque spécifique incendie fournisseur. En revanche, je vais prendre en compte le risque que le fournisseur ne soit pas capable de fournir dans les temps ou ne fournisse que moins. Ou, voilà. Et donc ça, c'est ça qu'on va avoir dans l'outil. Raphaël Auger demande si on utilise la simulation par événement discret ou d'autres types de simulation, de l'optimisation exacte ou une autre approche. La réponse est oui aux 3 questions en fait. La caractéristique de l'outil qu'on a développé, qui au demeurant est un outil qui est issu, alors c'est maintenant il y a longtemps, mais du monde académique, hein, je vous disais que j'étais moi-même académique, c'est qu'il permet de mettre à l'intérieur d'un même modèle toutes ces choses-là, de la simulation à événements discrets, on fait de la simulation, on peut faire des modèles continus, on peut faire de l'optimisation exacte, on peut faire de l'optimisation en utilisant des heuristiques, enfin il y a énormément d'approches qu'on va mettre. Et point très important, on est éditeur de logiciels, donc on va avoir dans un outil comme celui qui vient d'être présenté pour le strategic sourcing, on va avoir mis les outils dont on a besoin pour répondre à ces questions. Une question qui est venue d'Elisabeth Rousineau, et je reviendrai ensuite sur une deuxième question de Raphaël Auger. Donc, est-ce que les algorithmes s'appliquent sur plusieurs cas ou est-ce qu'ils sont spécifiques pour chaque nouveau projet? On a des algorithmes spécifiques pour chaque cas d'usage, mais on fabrique un outil qui est un outil qui a vocation à être utilisé par les utilisateurs finaux, par les professionnels, et dans lequel il y a un ensemble d'algorithmes, de modèles qui sont là pour répondre à des problématiques particulières. On ne réinvente pas et on n'est pas en mode projet, on est vraiment en mode produit. Comment est-ce qu'on peut faire des scénarios dans lesquels la structure du réseau évolue? Oui, bien sûr, ça va dépendre des solutions. On a fait des solutions dans lesquelles, par exemple, on pouvait intégrer dans la simulation le fait qu'il y avait une nouvelle usine de production qui arrivait à telle ou telle manière. Donc ça fait partie des choses qu'on fait, en fait, dans certaines des solutions. Monsieur ou madame Vidal, quelle est la maille temporelle la plus fine qu'on peut gérer mois, trimestre, année? Là, ça dépend vraiment de l'outil. Ici, on voit qu'on était à la maille du mois sur une période de plusieurs années. Il nous est arrivé dans certains domaines de faire la maille de la semaine sur 40 ans. Ça paraît bizarre, mais
il y a des sujets sur lesquels on est obligé de les traiter comme ça. En revanche, quand on va à l'intérieur de l'usine, on peut être à la maille de l'heure, de la demi-heure, ou même parfois de la minute dans certains cas, sur des périodes d'une journée, plusieurs journées. Donc, ça va vraiment dépendre des solutions qu'on apporte. C'est une présentation de sourcing assez standard, d'études de sourcing assez standard. Je ne suis pas sûr. Dans quelle mesure utilise-t-on des techniques d'IA? Donc, je l'ai mentionné, on peut les utiliser pour faire, encore une fois, on n'entend pas nécessairement uniquement IA comme apprentissage à partir de réseaux de neurones, ce qui ne nous empêche pas d'intégrer de l'apprentissage à partir de réseaux de neurones. Donc, les techniques d'optimisation, par exemple, on utilise des techniques d'optimisation d'apprentissage par renforcement, qui sont des techniques d'IA et qui vont nous permettre d'aller chercher des optimums. On utilise des techniques plus classiques d'optimisation, mais qui sont aussi des techniques d'IA. On va pouvoir coupler l'apprentissage à partir des données, comme je le disais, par exemple, pour faire de la prédiction de demande ou de variabilité de la demande. Et on va mettre les deux ensemble. Voilà. Quel type de données utilisez-vous? Alors, point très important, on va utiliser schématiquement deux grandes catégories de données. Ce qu'on vous a montré ici, c'est qu'on utilise des données qui permettent de décrire le système. Donc, soit son état initial, où sont les usines, qu'est-ce qui produit quoi, quels sont les… Enfin, bref, quelles sont les machines à l'intérieur des usines, quels sont leurs temps de cycle, enfin bref, tout ce que vous pouvez, quel est le réseau logistique qu'on utilise, on va pouvoir mettre tout ça ensemble. Et donc, ça, c'est une description de l'état initial de votre système, à partir duquel tout ce qu'on vous a montré là, les calculs, les simulations vont être faits. Ensuite, vous pouvez recevoir des données en temps réel, et temps réel dépend de l'outil. Ça peut être le temps réel, ça peut être la minute, ou ça peut être la journée, ou ça peut être le mois, ça dépend de ce que vous voulez faire. À ce moment-là, vous allez recevoir ces données qui vont vous permettre de relancer régulièrement des simulations. Et puis, vous pouvez utiliser des données qui vont être des données du passé, par exemple sur la fiabilité d'une machine, par exemple sur la demande. Et là, vous utilisez des séries temporelles du passé, si vous en avez, qui vont vous permettre de faire ça. Est-ce qu'on peut utiliser des données non structurées? Ça dépend ce que vous entendez par données non structurées. On n'est pas spécialiste, par exemple, de l'analyse d'images ou de choses comme ça, qui sont des données très, très non structurées. En général, on est plus sur des données… encore une fois, on peut avoir des données non structurées si on fait de la prédiction, par exemple, de panne pour des machines, mais on va plutôt être sur des données pas de type parole ou qui nous permettent de reconnaître la parole ou voilà. Alors, j'essaye d'aller vite parce qu'il me reste 1 minute 25. Quelle durée d'un projet de déploiement? Quel modèle économique prévoir pour cet outil démarche? Donc, de Jean-Baptiste Bernicot. Alors, la durée de déploiement, donc, on part de l'hypothèse que c'est un de nos outils qu'on a décrit. On va parler, pour faire la première, l'intégration justement de vos données, on va parler, disons, de semaines ou de mois. Ça va vraiment dépendre de la situation ou de quelques mois. Et ensuite, on est dans un modèle d'abonnement. Donc, il peut y avoir entre les deux éventuellement une intégration avec un système d'information. Voilà, donc ça va être de cet ordre de grandeur. Et ensuite, on a un abonnement par mois en fonction du nombre d'utilisateurs, etc. Yves Schwab qui dit « Dans les simulations, des extrêmes comme la fin de vie d'un fournisseur essentiel est-il pris en compte? Y a-t-il un ratio d'importance dans l'échelle des fournisseurs ?» Alors, encore une fois, on peut complètement le prendre en compte puisque je vous ai dit qu'on pouvait changer la structure du système de production. Donc, on peut tout à fait le prendre en compte puisqu'on peut faire disparaître au cours d'une simulation un des fournisseurs. Et y a-t-il un ratio d'importance dans l'échelle des fournisseurs? En fait, en faisant l'optimisation et en étudiant la robustesse, on peut justement voir quels sont les fournisseurs qui sont les plus critiques et ceux qui le sont pas. Qui a déjà utilisé ce type d'approche avec succès, IA, simulation? Alors, ça, c'est notre cœur de métier. Là, aujourd'hui, on est parmi les seuls à vraiment faire ça. Ça fait maintenant une dizaine d'années que la société existe. On est issu d'approches très, très technologiques, en fait, puisque je vous dis qu'on est un spin-off, je ne sais pas si je l'ai dit, mais de Normal Suppliant et du CNRS il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, les gens qui font ce genre de choses, c'est les gens qui font ce qu'on appelle de la modélisation multiphysique
qui modélisent et qui représentent des systèmes physiques. Donc, par exemple, Ansys Group, ce n'est pas du tout le genre de choses qu'on fait. Voilà. Mais sinon, on est vraiment parmi les seuls à faire ça et surtout à le faire à échelle industrielle. On a des outils qui sont développés à échelle industrielle avec des millions d'équipements, mais on peut aussi le faire avec des dizaines d'équipements. On est capable de faire les deux. Et le produit est-il en mode SaaS ou en mode on-premise? Il est en mode SaaS. Et si tu veux rajouter un petit mot, et on va devoir s'arrêter après, Romain. Je pense que tu as été très complet et exhaustif dans ton traitement des questions. Tu n'en as raté aucune, donc bon. Rien à ajouter. Et j'ai pas dit de bêtises, c'est ça le truc. Ça, c'est l'essentiel. Bon, très bien. Ben, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci pour d'avoir participé. N'hésitez pas, bien sûr, à venir vers nous si vous voulez en savoir plus, si le sujet vous intéresse. Voilà, j'espère que vous retiendrez que la visibilité pour cette injonction contradictoire est le cœur de la réponse. Je vais même aller plus loin. Si on n'a pas cette visibilité, on est vraiment à risque. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.